Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et nous partons aujourd'hui à la rencontre de Lotfi Lamali, la star française du longboard dancing. On parle ici de skate et d'une pratique en train de revenir sur le devant de la scène, le longboard dancing. Le dancing est une discipline de freestyle. Comme pour le longboard en surf, l'attitude et le style sont primordiaux et Lotfi en déborde. Lotfi a commencé le skate il y a une dizaine d'années seulement, alors qu'il avait déjà 25 ans. Débarqué de nulle part, armé de sa seule passion, vous allez découvrir comment il est devenu aujourd'hui un des riders français les plus connus et suivis sur les réseaux sociaux. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Lotfi Lamali, le virtuose du longboard. Salut Lotfi, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors moi ça me fait super plaisir parce que à chaque fois que j'ai eu des skateurs qui me contactaient sur Instagram ou qui me parlaient, qui me faisaient des retours sur le podcast, à chaque fois je leur disais alors, dans le skate c'est qui que je dois interviewer, qui je dois avoir, et ton nom est revenu assez souvent. J'ai regardé sur Insta, je te connaissais pas, et là j'ai juste halluciné sur les tricks, ce que tu fais en longboard dancing, c'est juste ultra impressionnant et donc je suis trop content que tu sois là pour nous en parler. Écoute, merci pour l'invitation d'ailleurs. C'est vraiment cool de faire ce que tu fais d'ailleurs, ces podcasts comme ça pour partager l'esprit de la glisse avec les gens, c'est génial. Parce que c'est vrai que c'est des sports qui n'ont pas la popularité qu'ils méritent. Il y a quelques sports de glisse, notamment le longboard ou peut-être le kite ou peut-être le wake, qui ne sont pas aussi populaires qu'ils devraient. On va attaquer sur ce thème-là. J'allais te demander de te présenter. Moi, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire là, sur la popularité du sport. Donc moi, je suis allé sur ton compte Insta, pour ceux qui ne voient pas. Toi, tu as 100 000 followers sur Insta. Donc c'est une communauté qui est juste énorme pour une pratique qui est relativement confidentielle. Longboard dancing, tu vas nous expliquer ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer là comment tu as 100 000 personnes qui te suivent? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois devenu aussi populaire? Les réseaux, surtout Instagram, ça fait 9 ans que je suis dessus. Donc j'ai mis 9 ans pour reconstruire cette communauté qui est formée vraiment de gens qui ne sont pas forcément en rapport avec les sports de glisse, parce que je propose un contenu qui allie plusieurs mondes en fait, et plusieurs de mes passions d'ailleurs, notamment la musique. Je fais un peu de musique, je fais un peu de longboard, l'esprit il est assez léger, assez fun, drôle, parce que pour moi c'est une passion, c'est pas mon boulot, j'ai un boulot à côté, on en reparlera après. Je trouve que vivre sa passion sans se prendre au sérieux, c'est ce que tout le monde devrait faire, parce que sinon ça enlève cette saveur, quoi. Donc du coup, je propose que des contenus qui sont un peu légers, qui plaisent à des gens qui n'ont rien à voir avec le longboard. Donc du coup, ils follow, ils s'intéressent à ce que va faire le rigolo là. Ouais, alors là, tu dis le rigolo, ce qu'il fait sur Insta, c'est juste ultra impressionnant. J'invite les personnes qui n'ont pas regardé à voir ce que tu fais avec ton longboard en termes de vitesse, de technique, de style et de créativité, c'est juste dingue. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et comment tu as commencé le longboard dancing? Je suis né à Casablanca, au Maroc. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 23 ans. Après, je suis venu ici en France pour mes études. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler et en même temps, j'ai découvert le longboard. Et c'était en fait par hasard chez une amie à moi. Et on était chez elle et j'ai vu la board devant moi placée sur le mur. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Parce que moi, je connaissais le skateboard, je connaissais les petites planches, mais je savais pas que ça existait ça. Donc du coup, par curiosité, je l'ai pris. Je lui ai dit, je descends vite fait, je vais le tester. Et ça, je sais pas, ça m'a piqué. Le confort que j'avais sur la planche, la fluidité, le fait que t'entendes pas les roues aussi. Donc du coup, c'est beaucoup plus satisfaisant. Enfin voilà, rider un longboard, c'est plus satisfaisant parce que techniquement, les roues, elles sont beaucoup plus molles, etc., etc. Et la planche aussi. Je me suis intéressé au sujet. J'ai tapé longboard, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube de longboard dancing et de longboard de descente. Donc là, je commençais à m'intéresser au spectre large autour du longboard. J'ai acheté ma première planche, à l'époque c'était eBay, et je sortais avec, j'essayais d'apprendre des trucs, je regardais sur internet. Je suis allé au Trocadéro un jour et j'ai rencontré mes premiers potes longboarders avec lesquels on a fait plein de descentes, on est parti à droite à gauche, je commençais un petit peu à apprendre à comment slider. Mais jusque-là, c'est-à-dire en 2008-2009, j'avais pas encore, le longboard dancing n'était pas encore évident pour moi. C'était pas une évidence pour moi.
Donc du coup, j'ai pas tout de suite sauté là-dessus. Ouais, puis c'est confidentiel comme au départ, comme discipline. Exactement, en 2008, il y avait pas, il y avait que des vidéos YouTube où on voyait des gens faire un peu danser sur la planche. C'était des Américains qui mettaient des petits tutos, et pareil c'est ce qui m'a inspiré au début, c'est qu'ils avaient vraiment, il y avait un esprit hyper léger où ils déconnaient. Enfin, tu voyais qu'ils se prenaient pas du tout au sérieux, mais en même temps, ils faisaient quand même des tricks qui étaient assez beaux à voir. Et là, ça commençait à trotter dans la tête. Et en fait, ce qui a fait le déclic, c'est que le fait que j'ai appris l'existence du longboard à 25 ans, donc j'avais moins, on va dire, la fougue et l'inconscience de quand on a 16-17 ans, tu vois. La descente, la vitesse, tout ça, je viens d'avoir mon diplôme, je viens d'avoir mon boulot, je ne vais pas quand même prendre beaucoup de risques. Donc du coup, là, c'était une évidence pour moi de me diriger vers le longboard dancing. Il y avait ça, mais aussi le fait que je faisais de la musique à la base. Donc pour moi, le longboard dancing, c'était une discipline qui avait une espèce de côté artistique qui me plaisait, quoi. Et alors, tu faisais déjà un peu de skate, tu faisais un peu de shortboard ou tu as vraiment commencé par ça? Pas du tout. Alors avant, je faisais du basket. Ok. Rien à voir, je faisais du basket depuis que j'étais au Maroc. C'est tout. Mais je faisais de la musique, je jouais un petit peu à droite à gauche à Paris. Mais rien à voir avec le monde du skate. Et c'est assez rigolo de se dire que tu as commencé relativement tard, tu dis 25 ans. Ça te fait combien là? Tu as 35? 36. Donc tu as commencé relativement tard un sport. Le skate, c'est un sport particulièrement jeune. Quand tu te pointes dans un skatepark ou au Troca, bon, c'est quand même ambiance, ça peut être ambiance ado. Et donc toi, 25 piges, tu t'achètes ton longboard et tu te pointes au Troca. Salut les gars! C'est ça. À l'époque, quand j'étais parti au Troca, j'avais même pas ma planche. La première fois que j'allais au Troca, je savais pas du tout ce qui se passait là-bas. J'avais ma guitare et je me suis posé sur l'herbe, jouer de la guitare, et là j'ai vu deux gars qui arrivaient en longboard. Et je fais ils ont à peu près la même planche que celle de mon ami. Donc du coup je me suis dit je vais poser ma guitare, je vais aller leur poser des questions. Et les mecs ils étaient hyper chaleureux, les deux on est restés très bons amis à ce jour. C'est une espèce de mélange de curiosité, d'ouverture d'esprit de cette communauté là aussi qui m'a permis d'intégrer très vite et de commencer à apprendre les premiers pas, quoi. Raconte-nous ta première session en longboard. Tu as choisi ton spot, c'était où? Alors ça va être soit Troca, soit en bas de la rue à côté de chez moi. Parce que j'étais tellement... Évidemment, quand tu commences à être passionné par quelque chose, tu es complètement pris par cette chose-là. Ça dirige, on va dire, tes journées. Donc vu que je commençais à taffer tout juste, j'essayais de rester concentré à 1000% au taf. Et par contre, dès que je sors, je rentre chez moi. La première chose, c'est de prendre ma planche. Je me souviens que je prenais ma planche, j'allais en bas de la rue, donc j'habitais dans le 18e avant, je cherchais une petite rue vide, je regardais les vidéos YouTube dans ma chambre, j'essayais de mémoriser. J'avais pas un très très bon téléphone sur lequel je pouvais, à l'époque, sur lequel je pouvais checker mes vidéos sur place. Donc je mémorisais, je prenais ma planche, je descendais, j'essayais de reproduire comme je pouvais. Et je skatais tous les jours de l'année, absolument tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'étais dehors. Je me rappelle même, j'avais un pantalon de ski, celui qui fait... Je sortais avec, je skatais avec, quoi. Donc j'étais tellement addict. Je crois que c'était ça ta question. Ouais. Non, c'était quoi ta première session? À la session. La première session, la vraie, on va dire, vraie session avec des gens, c'était au Trocadéro. Parce qu'il y avait une petite communauté, on va dire une vingtaine, voire une trentaine de personnes quand c'était vraiment l'événement. Et c'était un gros crew qui faisait beaucoup plus de descente et de slide, de sessions descente et slide, que de sessions dancing. Et parmi eux, il y avait un gars, Arnaud, il s'appelle, qui avait une planche avec un shape assez spécial, donc un shape de dancing en fait. C'était parmi les toutes premières planches de dancing. Et donc, on a sympathisé. Lui, il touchait un petit peu, il faisait des petits pas, des cross-steps, des machins. Et je lui dis, viens, on va apprendre l'un à l'autre. Tiens, voilà, j'ai vu cette vidéo, lui aussi il me montre, etc. Et donc, on a avancé comme ça. Et c'était les toutes premières sessions, mais c'était plus des sessions slide. C'est pour ça que les premières sessions, j'étais pas encore pris par le longboard dancing. Je testais tout.
Tu peux nous dire ce que c'est que alors la descente, le longboard en descente, c'est les images qu'on voit où les mecs sont pleines balles, où ça s'appelle le downhill. Tu descends le plus vite possible, en tout cas, tu prends beaucoup de vitesse. Le longboard dancing, on est en train d'en parler. Et le slide, c'est quoi le slide du coup? Le slide, c'est tu vas prendre une descente. Bon, après, ça dépend de toi. Tu peux prendre une descente à 10%, 20, 30 ou 50%. Bon, c'est une chute libre, mais tu prends ta descente et en fait, tu te laisses aller et à un moment donné, tu fais des slides comme ça pour t'arrêter à la base. Mais la discipline du slide, on va dire, enfin, il y a une discipline autour du slide parce que le slide en soi, tu as beaucoup de types de slides et de figures de slides. Donc du coup, tu peux même avoir des événements autour du slide où tu as le plus long slide, par exemple. Il y a des gars qui viennent mais à balle et qui te balancent un slide, que ce soit en back ou en front. Les mecs, tu te dis, s'ils se gourent, c'est la tête la première, quoi. Et donc, il y a plusieurs figures autour du slide, ce qui en fait une discipline à part, quoi, plus ou moins. Mais qui fait partie, on va dire, du downhill et du freeride. Parce que c'est des techniques, la technique de slide, elle est primordiale. Elle est fondamentale en skate parce que dès que tu prends un peu de vitesse en descente, c'est la seule façon de s'arrêter. Exactement. Quoi. Et de prendre ton virage, justement. Alors, je vais revenir sur le longboard dancing. Toi, tu es une des personnes les plus connues en France et dans le monde sur le longboard dancing. Comment ça a commencé là? Tu as commencé, toi, tout seul dans ton coin, à reproduire des tricks. Après, j'ai cru lire, voir que tu avais mis les tiens en ligne et tu as commencé à avoir des gens qui les reproduisaient aux quatre coins du monde. Ouais, c'était ouf. À l'époque, j'étais pas encore, je pense, sur Instagram, mais c'était sur Facebook. Je me suis dit, bon, vu qu'il y avait autour de la culture skate, il y avait cette culture du sponsoring. Donc c'était génial d'avoir des sponsors qui te filent du matos gratos, quoi. En tant qu'étudiant, c'était génial. Donc du coup, je me suis dit, je vais tenter ma chance. À l'époque, ce qui me pilote, on va dire, c'était la passion. Donc du coup, pour moi, l'objectif premier, c'était d'apprendre des tricks et d'évoluer mon style, de faire évoluer mon style en longboard dancing et éventuellement de créer des tricks. J'avais aucune idée de ce que c'était au début. Donc du coup, petit à petit, quand je regardais plein de vidéos sur Internet, je me disais quand même, d'accord, il y a du dancing, il y a des pas, etc. Mais je ne vois pas vraiment de vraies figures qui soient propres au dancing. Donc du coup, dans ma tête, je l'ai laissé un peu traîner dans ma tête. Je me suis dit, bon, il y a quand même une feuille blanche. Et donc j'ai commencé, quand je descendais en bas de l'immeuble, je cherchais ma petite rue, je commençais à essayer de reproduire les tricks que je voyais sur YouTube. À un moment donné, je commençais un petit peu à m'ennuyer, quoi. Et du coup, ce que je faisais, en fait, et je crois que c'est un peu le processus de tout rider quand il veut créer une figure, c'est l'impro total. C'est-à-dire que je balance la planche et je vois ce que ça donne. Tu vois, je balance la planche, j'essaie de réatterrir dessus. Donc les premières fois, et justement, c'est pour ça qu'il y a pas mal de tricks avec la main que j'avais fait au début, parce que la planche, elle fait en moyenne 1,20 m. Donc 1,20 m, c'est quand même assez long. Et quand tu te retrouves devant, sur le nose de la planche, enfin sur l'avant de la planche, quand tu donnes cette impulsion-là pour que la planche décolle, en fait, la planche, elle est déjà au niveau de ta tête, quoi. C'est pas comme un skateboard qui est tout petit. Donc du coup, le geste naturel, c'était de la choper avec ma main. C'est juste pour éviter qu'elle me tape. Et donc, c'est là où je commençais à me dire, attends, on peut faire des trucs avec la main aussi. C'est pas grave. J'ai vu personne le faire. Les gens, enfin, il y a des tricks avec la main en skateboard, mais les skateboarders, en général, ils évitent d'utiliser la main. Ils évitent la main, j'ai envie de te dire, moi quand j'ai vu la première fois le longboard dancing, surtout ce qui m'a surpris, c'est surtout que tu mets le pied par terre. Je pense que, tu vois, je me dis, en skate ou en BMX, tu vois, dans tous ces sports, mettre le pied par terre, c'est que tu as raté ton truc, quoi, tu vois. Et moi, je trouve ça super puissant parce que tu dis... Ça fait partie du truc, là. Toi, ça fait partie du truc et j'adore ton approche, c'est de se dire, feuille blanche, et en fait, je fais ce que je veux, quoi. Tu vois, toi, t'es pas dans un truc du ouais, quand t'es skater, tu mets même pas le pied par terre parce que ça se fait pas. Toi, tu dis, le freestyle, c'est freestyle. Donc, je fais ce que je veux. Si je veux le mettre le pied par terre, si je veux courir à côté de ma planche, je le fais et je m'en tape, quoi. Et c'est ton truc cartonne, c'est trop drôle. En fait, le truc, c'est que, alors, je suis très. Moi, personnellement, je suis un peu trop. Je déteste le mot perfectionniste, mais j'aime pas quand les choses ne sont pas bien faites.
Donc du coup, quand je produis quelque chose, il faut que je m'assure que au moins l'exécution de cette figure soit rapide et que, en fait, c'est un peu une arnaque, quoi. Pas une arnaque, mais l'illusion, donner l'illusion que cette figure-là, elle est rapide. Et que des fois, je mets 2 pas par terre et j'ai des commentaires de gens qui me disent après coup, en fait, on n'a même pas remarqué que tu posais 2 pas par terre. Tellement c'était l'exécution de la figure, elle était rapide. Donc du coup, au début, quand j'essayais de créer mes tricks, j'essayais de les faire rapidement. Parce que je savais que même, bon, je posais les pieds par terre, mais je ne pouvais pas, comme tu disais, courir et juste faire le truc lentement, machin, parce que j'étais sûr que ça allait pas plaire et que même moi, parce que de toute façon, je me dis, si ça me plaît pas à moi, ça sert à rien que je partage ça sur les réseaux, etc. Donc du coup, je commençais à balancer la planche et là, je l'ai chopé avec la main, je fais un petit flip, je pose mes pieds par terre mais rapidement. Et là, je me dis, bon, bah, ça a l'air bien. Donc je prends mon téléphone tout pourri, je commence à filmer pour essayer juste de garder l'image et qu'une fois que je rentre, de réanalyser et de voir ce que je peux modifier, etc. Je me suis dit, bon, bah, le trick tel quel, il me semble que c'est un trick de base. Je vais le garder comme ça, il est simple. Donc je l'ai intégré dans une... alors là, j'ai sauté chronologiquement, mais je l'avais intégré dans une vidéo. C'est-à-dire que la Donc là, ouais, c'était tes fois, premiers tricks. Toi, ouais. tu étais très vigilant à l'esthétique, à ce que ça allait rendre en termes d'image. Tu as commencé à poster Sur Facebook et ça a été repris. En fait, les premiers qui ont repris, c'était Sud-Coréens, des Chinois. Et je voyais plein de posts comme ça avec. Parce que je lui avais donné le nom de aérograb. Parce que voilà, c'est un trick aérien et tu grabes quoi à la planche. Donc je voulais pas aller sur des noms hyper techniques comme dans le skateboard pour que les gens, s'ils voient ce trick, s'ils en parlent, ça serait beaucoup plus simple d'en parler en disant aérograb quoi. Pas 3, 6, chaud vite, FS, je sais pas quoi. Donc du coup, j'ai posté ça et là je voyais plein de vidéos sur Facebook, aérograb, j'ai réussi l'aérograb, machin. Et en même temps, tu avais des posts avec écrit en chinois ou en japonais d'ailleurs, il y avait des japonais aussi, écrit en japonais et à la fin tu vois aérograb et je fais what. Et je regardais, c'était des gens qui reproduisaient le truc et c'est là où ça a commencé petit à petit, on va dire, que les gens commençaient petit à petit à reproduire ce tout premier trick. Et après la suite là, parce que il y a pas mal de choses qui se sont passées derrière. Ça a été quoi la deuxième étape un peu dans ta croissance en termes de popularité et puis surtout du mouvement que tu représentes, parce que le longboard netting c'est en train de devenir un truc énorme. Ouais. C'était quoi la deuxième étape? Des fois, tu as des coïncidences qui te construisent une vie, quoi. Parce que s'il n'y avait pas ce type de rencontre, bah, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Et donc, j'étais à Barcelone avec des potes. Des genre, limite, j'avais même pas envie de skater. Je voulais juste déconner, passer du bon temps avec mes amis, etc. On était descendus en Twingo à 4. Pour te dire, genre, on était prêts pour vraiment que ce soit le trip le plus déconnant. Et on a passé toute la semaine là-bas. Aucun signe de longboarder, de machin. J'en ai pas croisé personnellement. Jusqu'au genre la veille du dernier jour, où j'ai vu une nana sur un longboard. Donc on se fait un signe parce que voilà, des longboarders, forcément, c'est la même communauté. Donc on se fait un signe, salut, machin. Elle s'arrête, on a commencé à parler. Elle me dit voilà, est-ce que tu restes encore parce que il y a une compétition demain. Et je lui dis bah moi je pars demain à 14h. Elle me dit bah c'est vers 11h. Donc si tu as envie, viens. Donc le lendemain, on prépare toutes les valises, tout ça, on quitte l'hôtel. Et donc mes amis, en fait, ils ont tout placé dans la voiture et ils sont venus avec moi. Je suis parti voir les organisateurs, je me suis inscrit à la dernière minute, ils étaient cool. Ils ont dit ok, même si normalement c'était pas permis. J'ai fait la compète et j'avais fini deuxième. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, bah en fait c'est cool ça. Enfin, ça flatte l'ego forcément parce que quand tu commences, tu sais pas quel niveau de skill tu as. Et jusqu'au moment où tu fais une compète, où tu
tu gravis un peu le truc jusqu'à presque gagner la compète, c'est là où tu te dis, ok, bon, il y a un truc, il va falloir que je travaille encore plus et que j'essaie de perfectionner mon truc, quoi, mes figures, pour que je puisse faire d'autres compétitions. Et jusqu'au jour, en 2013, où j'entends parler de championnat du monde de longboard dancing. Bon, Mine, c'est pour moi. C'est bon, quoi. Je suis prêt, je vais y aller. C'était à Eindhoven. Et là, bah, je te dis pas, hein, mais il y avait je sais pas combien de personnes. C'était un énorme hangar. C'était à l'intérieur. Il y avait plein de monde, il y avait de la musique, c'était gros, quoi. Et pour moi, c'était génial parce que cette discipline que j'ai découvert, on va dire, il y a 2-3 ans avant, qui n'était pas grand-chose, enfin, que les gens ne connaissaient pas. Là, maintenant, ça devient vraiment un gros truc. Là, on a un vrai championnat du monde. Et donc, je fais la compétition et je la gagne. Je gagne cette édition de 2013. Pour moi, c'est un peu la consécration, c'est un peu le travail de 6 ans de pratique pour que finalement, je puisse faire une vraie compétition où je donne tout. Ce que j'ai appris, je donne un peu mon style, mon état d'esprit, ma déconne. J'ai tout mis dans mon ride, quoi. Et ça a payé. Et depuis, en fait, j'ai gardé un bon contact avec soit les organisateurs, tous les gens là-bas. Et donc, tous les ans, je repartais là-bas. Donc, l'année d'après, j'y suis reparti. J'avais fini 4e. Je n'avais pas fait le podium. Bon, après, c'est des compétitions comme ça. Ça dépend du jour même. C'est-à-dire, soit tu as la forme, soit... Parce que c'est beaucoup plus abstrait qu'en skateboard. C'est-à-dire, skateboard, tu as des tricks. Tu as une multitude de tricks que tu fais ou tu fais pas. Tu as des points où tu les as pas. Là, c'est non seulement tu as les tricks, mais tu as aussi le style et tu as aussi la fluidité, ton dancing. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est... Tu as des points qui se rajoutent, mais d'une manière un peu subjective. Donc, si tu n'as pas la forme, si tu peux réussir tes tricks, mais si tu n'as pas vraiment la forme pour que tu sois assez fluide sur la planche, bah, tu peux perdre des points. Donc, voilà, j'avais fini 4e. Et l'année d'après, j'ai intégré le jury. Et l'année d'après, je crois que c'était en 2015, je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, j'ai envie. Voilà. Moi, je fais jamais les choses sans en avoir vraiment envie. Donc, j'ai envie de refaire la compète. Donc, je l'ai refaite et j'avais fini 3e. Cette année-là, c'était Breno, c'est un rider brésilien avec un style hyper méga original qu'on n'avait jamais vu, qui avait gagné. Donc, personnellement, je me suis dit, c'est logique, quoi. Et c'était génial comme année, celle-là. Cette année-là, on a découvert plein de nouveaux styles. Et puis, par la suite, bon, après, vu que j'avance dans l'âge et que j'ai beaucoup plus de taf, j'ai plus de responsabilités, mon esprit, il est pas à 100% dans les compètes. Donc, du coup, j'ai relâché un peu. Et donc, je revenais tous les ans pour un petit peu en consultant, pour les aider un peu à peaufiner la manière avec laquelle il faut juger, un peu l'organisation. Mais je participe, hein, je n'organise pas. Je les aide, voilà, en tant que consultant. Et entre-temps, en fait, on avait, avec un ami à moi, démarré, on va dire, un mouvement pour promouvoir le longboard qui s'appelle Doxession. Je voulais faire grandir la communauté. Et je voulais faire autre chose que de m'occuper que de moi. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'en avais marre parce que ça tournait autour... Il y avait aussi l'image, parce que sur Instagram, Facebook, etc., pour les sponsors, tu es obligé d'être actif, faire des vidéos, faire des photos. Et donc, du coup, même l'image, c'était trop tourné autour de moi. C'est normal, mais j'en avais un peu marre. Je m'étais dit que j'avais envie de faire des choses pour les gens, pour la communauté qui existe, mais qui n'est pas rassemblée. Parce que il y avait des longboarders, rien qu'ici à Paris, il y a des longboarders un peu partout, éparpillés. Et j'en croisais dans la rue tout le temps. Et je me disais, mais attends, mais ces gens-là, je les ai jamais vus, ils ont un longboard, ils pratiquent, quoi. C'est pas un truc occasionnel. Et c'est là, en 2014, où avec mon pote Alex, on s'était dit, bah tiens, tu sais quoi, on en a marre là. On a marre de rider à 6, 7, voire 10. On passait par hasard sur les quais, quai Anatole France, vers Musée d'Orsay. Et on a découvert en fait cet endroit qui a été fermé à la circulation à l'époque. Il venait d'être fermé à la circulation. Il y avait des péniches avec des soirées, les gens qui faisaient la fête. Et il y avait un énorme espace vide. Il n'y avait rien. Et c'est là où on s'est dit, mais attends, mais l'ambiance elle est géniale, c'est très familial. Et le spot, il est quand même, putain, il est cool, quoi. Voilà, vu qu'au Trocadéro, c'était plus la même ambiance et que c'était
c'était un peu plus électrique. En fait, la fréquentation là-bas, elle était plus pareille. Voilà. Enfin, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, la vibe, elle était plus pareille. Donc du coup, on voulait un peu s'enfuir de cet endroit, même si ça reste quand même notre spot et de temps en temps, on y va pour rider. Mais on a voulu vraiment créer et faire grandir une communauté dans un spot, on va dire, original, où les gens n'ont jamais auparavant vraiment fait de session longboard. Et donc on a commencé, le lendemain, on a commencé à faire un brief, un brainstorming sur le nom. Bim, on est sur les quais, doc, c'est une session, doc session, allez on se prend pas la tête, on y va. Donc doc session, et le surlendemain, on a créé la page Facebook événement. Et là, notre plus grande surprise, on a commencé à avoir 30, 40 personnes, 50, 70, 90, plus de 100 personnes ont accepté l'invite. Et sur place, en fait, il y avait une centaine de personnes qui sont venues. Pas forcément des gens qui font du longboard, mais des amis d'amis, tu vois, qui venaient avec leur bière, ils faisaient faire un pique-nique. Et l'idée, en fait, le concept de la doc session, c'était d'offrir à la communauté qu'on savait existait quelque part à Paris un espace de rendez-vous, un créneau. C'est-à-dire à l'époque, c'était tous les jeudis soirs, en mode after work. Mais par contre, le truc, c'est qu'on se disait, bon, le longboard, c'est quand même assez niche. Il faut ajouter quelque chose qui puisse attirer les gens et leur donne envie de venir. Et vu que moi, je faisais de la musique à la base, je me suis dit, d'une manière aussi un peu égoïste, je voulais des amis avec lesquels jouer, faire de la musique, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, en fait, ça peut donner quelque chose de cool d'avoir des gens qui jamment et qui créent cette ambiance conviviale et qui va donner envie aux gens peut-être de découvrir le longboard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La première session, on n'avait même plus de place pour skater, quoi. Il y avait plein de gens qui ridaient partout. Il y avait un groupe là qui jouait de la guitare, qui chantait, etc. Une fois la session finie, on s'est dit, on va en refaire. Mais bon, ça, c'est la première session, c'est un peu l'effet de démarrage, la nouveauté. Donc du coup, tout le monde est intéressé. Mais bon, après, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup moins de gens. La semaine d'après, on a refait une page Facebook, deuxième session, pareil. On avait plus d'une centaine de personnes qui venaient d'Île-de-France, en fait, de toutes les villes à côté. Et c'est là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un truc à garder, à maintenir. Et une communauté à faire grandir. Et c'est parti comme ça. Là j'ai enchaîné sur la doc session, je sais que j'ai... Ah non, mais c'est ça, c'est ce que je te demandais, c'est tout ce truc où toi, il y a 9 ans, tu découvres une longboard chez une amie, ouais. Ensuite tu dis je vais m'en acheter un, tu t'incrustes un peu tu fais un peu ta place dans une communauté qui est petite, mais qui est pas non plus super simple d'accès, tu vas à Barcelone, première compète, boum boum boum, championnat du monde. Le truc de se dire je vais partager avec le plus de monde possible, tu crées ces doc sessions, c'est un parcours qui est absolument génial, condensé, parce que finalement c'est très riche en 9 ans. Sur les ans, ouais. T'as commencé à 25 ans, donc assez tard, et là, boum, tu crées un super truc. Non, je trouve que c'est... déjà, je trouve ça génial, parce que t'as commencé tard et t'as créé un truc considérable. Dans un sport, je te le dis, qui est assez jeune, et toi, t'arrives et t'y vas un peu naïf, quoi, sans trop te poser de questions, et là, tu casses un peu les codes et tu crées un truc génial. Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu dis, c'est des sports qui sont confidentiels, mais ce qui est marrant, justement, avec l'utilisation d'Instagram, de Facebook, c'est que tu peux presque, aujourd'hui, inventer ton sport, inventer ta pratique. On le voit dans les sports de glisse, c'est-à-dire que les mouvements de plus en plus fédéraux, le top-down avec des règles définies, et puis c'est comme ça depuis 30 ans et ça reste comme ça, se fait complètement dépasser par des mouvements beaucoup plus spontanés. Et ce que tu fais, c'est exactement ça. Et je trouve ça incroyable. T'as exactement prononcé le mot. Et en fait, il y a un peu... Quel mot tu dis ? Spontané. Ouais. Quand tu crées quelque chose, quelle que soit cette création, tu mets un peu de ton ADN dedans, forcément. Personnellement, je suis quelqu'un de très spontané, donc je fais toujours les choses quand je les sens. Si je les sens pas, je les fais pas. Voilà. Et en fait, cette spontanéité, je voulais, ça par contre, j'ai fait exprès
que ces sessions-là soient les plus spontanées possibles, les plus ouvertes possibles. Du coup, ces doc sessions que tu organises, tu évoques, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc moi, la prochaine fois, là, quand ça va reprendre, je peux me pointer Oui. avec mes enfants. Exactement. Et c'est parti, quoi. C'est un peu l'esprit, hein. Tu viens comme chez McDo. Ouais, mais c'est Venez ça, hein. comme vous êtes, quoi. Le fait d'avoir de la musique, tout ça, et que ça soit spontané, c'est assez ouvert à tout le monde. Et on a déjà vu des pères de famille qui venaient tout seuls au début demander et revenir la semaine d'après avec toute la smala, avec les planches et tout. Ouais, moi, la vérité, c'est que j'initie mes filles au skateboard depuis qu'elles sont tout petites pour avoir une bonne excuse pour aller au skatepark avec Ah elles. bah voilà. Bah, tu auras une bonne excuse pour venir nous voir, hein. Ah voilà, ah bah je vais venir, ça c'est absolument certain. Ce qui est rigolo, c'est que toi, donc t'as créé tout ce mouvement de manière spontanée, en même temps en étant assez organisé, je trouve, la façon dont je vois, la façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu communiques, hein, tu fais des choses très bien faites, très belles. Et tu évoquais tout à l'heure, t'es consultant. Quand je t'ai appelé d'ailleurs, Ouais. je me suis dit, ouais, le gars il doit être en Californie ou au Maroc en train de tourner des images. Et Eh non, non. on habite pas loin l'un de l'autre, à Paris. Comment tu jongles avec ça? Est-ce que les personnes que tu côtoies, tes consultants, donc tes employeurs, mais tes clients, tu es souvent chez des entreprises clientes, est-ce qu'ils savent que tu as cette vie médiatique à côté? Oui. Alors, c'est passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire que au tout début, en 2008, 2009, 2010, j'étais pas, voilà, c'était pour moi ma passion, c'est ma passion, le boulot, c'est le boulot. Je mélange pas les deux, j'en parle pas du tout. Voilà, j'étais pas. Après, j'avais moins d'expérience, j'avais moins d'ancienneté dans la boîte, etc. Là, ma boîte, ça fait presque 9 ans que je suis chez eux. J'ai travaillé chez plein de clients. Moi, je suis chef de projet. Donc, je fais pas mal de déploiements d'infrastructures, réseau. Et j'avais un client qui était quand même un client assez costaud, je ne vais pas dire le nom, mais assez costaud, une grande boîte française. Et la personne, mon interlocuteur, était un haut responsable technique chez eux. Et c'était un peu on va dire la personne qu'on craignait, quoi. Parce qu'il était intraitable, machin. Donc quand je suis arrivé sur le poste, c'est vrai qu'il m'a bien bousculé, histoire de voir si je tiens le coup. Mais voilà, moi j'ai une nature assez spontanée, très sociable, donc du coup j'ai établi un contact avec lui. À un moment donné, pendant nos réunions, on arrive sur le call, et là il attend son collègue, et entre-temps il fait « Ah tiens, l'autre fille, hier soir il y a mon fils qui me montre une vidéo de longboard. » Et là je vois le nom, je fais « Mais attends, mais le nom me dit quelque chose !» Et voilà, et donc on a commencé. Et à partir de ce moment-là, la relation, on va dire, avec ce client-là, elle est devenue mais, totalement fluide. Et ça nous a aidés, en fait, dans le travail même qu'on faisait. Et pareil, en fait, j'en parlais pas beaucoup, même chez mon employeur, donc la boîte de consulting, jusqu'au jour où il y a un des managers qui me dit, voilà, on t'a vu sur telle ou telle vidéo. Forcément, un manager en parle avec un autre, qui en parle à un autre, et donc là, à chaque fois que je passe les voir, voilà, tout le monde sait que je fais du longboard à côté. Ce qui est bien aujourd'hui, ce que je ne trouvais pas du tout équilibré il y a quelques années parce que j'avais envie de séparer les deux mondes. Ah, le problème, quand tu es dans le monde de l'entreprise et que tu fais du skate, du surf ou des sports comme ça, tu passes un peu pour le branleur de la bande, donc tu n'as pas trop le droit à l'erreur. L'image, elle peut être mal perçue, mais le truc, c'est que là où ça a commencé à se savoir dans ma sphère boulot, c'est là où j'ai commencé à faire les doc-sessions et à faire des... C'est parce que la doc-session et les événements que j'organise autour de la doc-session, on en reparlera tout à l'heure peut-être. Pour moi, c'était un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux que juste de rider. Donc du coup, le fait que mon employeur parle de ça, il parle aussi du fait que je peux organiser des événements, gérer des équipes. Donc c'est des compétences que j'ai développées en tant que rider qui m'ont servi dans ma sphère boulot. Et donc j'avais moins honte, on va dire, j'assumais un peu plus et j'en parlais plus facilement à mon employeur, tout en gardant évidemment cet équilibre-là justement de ne pas mélanger. Je travaille 5 jours par semaine, donc 5 jours par semaine, je travaille, je ne suis pas en train de rider. Évidemment, à la fin de la journée, une fois que je sors du taf, ça y est, là je vais vivre ma passion.
Et le week-end, pareil, le week-end, je ride, je crée mon contenu, etc. Je trouve qu'en termes d'équilibre, on a parlé de ta spontanéité. Je disais aussi, je trouve que tu as l'air d'être un mec vachement réfléchi. Quand je t'écoute, je me dis, est-ce que quand tu te pointes avec ta board sous le bras de Trocadéro, quand tu fais ta première doc session, est-ce que tu as peur de l'échec ou du ridicule ou comment tu vis le truc? C'est cool de dire maintenant, ouais, j'ai 100 000 mecs qui me follow, je fais du longboard dancing et tout ça. Mais il y a 10 ans, quand tu commences à te faire du longboard dancing, personne n'en fait, c'est un peu Ouais. bizarre. Comment tu vis le truc, toi? Tu t'en fous ou Franchement, ouais. Ouais. Parce que déjà, il n'y avait pas grand monde qui en faisait. Quand tu crées quelque chose, les gens, ils font pas vraiment attention. Et en même temps, j'étais tellement dans le truc, j'étais tellement passionné par ce que je faisais et j'avais tellement envie de créer des choses. Forcément, tu t'en fous, mais royalement, de ce que pensent les gens. Tu fais ce que tu as à faire, tu vas apparaître un peu ridicule parce que tu vas juste balancer la planche, tu fais un peu n'importe quoi. Mais je sais, dans ma tête, j'étais convaincu du fait que tout ça va mener à quelque chose parce que la planche est grande. Donc forcément, il y aura forcément des figures qui vont être entre parenthèses ou entre guillemets, entre guillemets impressionnantes pour quelqu'un de lambda, tu vois, qui n'a rien à voir avec le longboard ou le skate ou la glisse, parce que tu es en train de balancer une planche qui pèse 4 kg complète, 4 kg en l'air, donc c'est une planche qui fait 1,20 m qui se balance dans les airs, mais quand même, tu vois, ça peut être impressionnant. Encore faut-il faire une figure rapide qui soit jolie à voir, quoi. Donc non, au début j'avais aucune honte, j'y allais, je faisais mon truc. Et ça, c'est parce que tu étais convaincu de ton truc ou c'est en général, tu es prêt à essayer plein de choses diverses et variées ou il faut quand même que tu aies vraiment envie de le faire? Alors personnellement, j'étais quelqu'un de très timide à la base. Ouais. J'étais pas du tout porteur d'initiative ou je prenais pas d'initiative, c'est-à-dire que j'étais dans le groupe, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, on va dire, j'étais plus un suiveur. Le mec. Oui, il y avait un peu de ça, mais je doutais beaucoup de moi, donc du coup, je prenais pas trop l'initiative. Je me disais, ouais, de toute façon, ce que je vais dire, peut-être c'est de la merde. Laisse-les, parce qu'ils ont visiblement plus d'expérience que moi. Donc, je laissais tout le temps les gens prendre l'initiative. Et en fait, le longboard, il m'a appris beaucoup d'avoir plus confiance en moi et plus juste balancer les choses que j'ai sur le cœur. Si j'ai envie de créer, d'aller créer ou d'essayer de créer un truc, ben, je vais y aller, je vais le faire. Si j'ai envie de donner des cours à des gens, je vais le faire. Si j'ai envie de parler de ma passion, je vais le faire. Pour moi qui étais hyper timide, pour moi c'était du courage. Donc du coup j'ai trouvé cette source de courage dans le longboard parce que la communauté elle était bienveillante, elle est bienveillante. Et donc le fait d'avoir des gens hyper ouverts d'esprit et bienveillants en face, ça te donne envie d'y aller, quoi, d'être toi-même. C'est pour ça que pour moi longboard et mon boulot en tant que chef de projet, c'est complémentaire. Le longboard m'a apporté beaucoup personnellement. C'est-à-dire que grâce au longboard, aujourd'hui, je peux faire des conférences, je peux faire des interviews, je peux organiser des événements, je peux animer des événements. Enfin, que des choses dans lesquelles tu t'adresses à des gens, où tu te donnes à 100% aux gens. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce que je fais en tant que chef de projet, parce qu'un chef de projet, tu es constamment en contact avec tes clients. Tu vas en réunion, tu les as au téléphone, tu crées des réunions, tu pilotes tes réunions toi-même, tu animes. Et ça, au début, j'avais beaucoup de mal. Moi, je me rappelle en 2008-2009, quand j'ai commencé en tant que consultant, j'évitais à tout prix de faire des calls. Je faisais tout par mail. Jusqu'au jour où je me rappelle, un collègue à moi, il me fait, l'autre fille, t'es chef de projet, hein. Il va falloir que t'appelles et que t'y ailles, quoi. Et donc, j'ai commencé, mais à reculant. Et entre-temps, vu que je me libérais, ma parole se libérait dans la sphère longboard, ben ça m'a aidé à libérer ma parole au boulot, quoi. Et j'ai trouvé que cet équilibre-là, il me convenait, même si je suis passé par des périodes où j'avais envie de me lancer plus dans le longboard et de quitter mon taf. Et après, je me disais, mais j'aime aussi mon taf dans les télécoms, j'adore. Et en plus, je suis un peu geek sur les boards, donc je m'intéresse, comme ils disent en anglais, je suis un tech enthusiast. Donc j'aime tout ce qui entoure la technologie. Donc j'ai pas envie de quitter ça. Après, le seul truc qui est un peu compliqué, c'est l'énergie et le temps. Moi, c'est mon plus grand ennemi en ce moment, c'est le temps. C'est de jouer avec ça et d'essayer de m'organiser le mieux possible pour avoir assez de temps pour vivre ma passion
et aller au travail et me concentrer et faire du bon travail. Mais aussi, ce temps-là, si j'arrive à l'avoir, il va falloir que j'organise mon énergie. Parce que quand je suis au taf, je suis au taf. C'est-à-dire toute mon énergie, elle est concentrée sur ce que je fais. Donc du coup, à la fin de la journée, il va falloir que je trouve au fond de moi une énergie secondaire pour aller skater. Et cette énergie-là, elle vient naturellement. Vu que c'est une passion, une fois que je sors du taf, je suis complètement éreinté. Hein. J'arrive chez moi, je vois la planche, je fais allez, vas-y, c'est parti. Et là, dès que je commence à rider, je peux commencer à rider jusqu'à 3-4 heures d'affilée, voire 5 heures des fois. Bon, aujourd'hui, un peu moins, parce que vu mon âge avancé. Donc, ouais. Alors parle-nous de la grosse rando. Donc moi je l'ai déjà croisé par hasard dans Paris où j'ai vu une horde de skateurs débouler dans Paris et un paquet de monde. Alors je sais pas combien il y a de gens qui viennent, hein. Mais donc ouais, la grosse rando c'est un périple dans Paris balisé en skate. Parle-nous de ça. Ça c'est mon événement. Enfin je sais que je l'organise mais c'est mon événement préféré parce que on a heureusement réussi à vraiment avoir ce qu'on voulait, c'est-à-dire rassembler plus de gens que prévu d'ailleurs parce que autour du Il y a combien de personnes qui participent à Alors la rando? première édition, tiens-toi bien, il y avait plus de 1000 personnes. Enfin, je pense 1100 ou 1200 personnes sur des planches, quoi. Ah, je te crois volontiers. Incroyable. Incroyable. Après, la première année, c'était l'effet de surprise parce que, on s'attendait à 200-300 personnes. Juste pour te dire, pour l'anecdote, à l'époque, j'avais imprimé, je me rappelle, au cas où, 900 papiers. Pas dérogation, truc de décharge. Ah, d'accord. Décharge de responsabilité parce que voilà, il y a des risques, etc. et que chacun est responsable. Et le jour J, on les a toutes remplies. Et il y avait encore une centaine de personnes qui arrivaient. Donc on ne sait pas du tout combien il y en avait, mais en tout cas il y en avait sûrement plus de 1000 personnes. Et on était à République pour le départ. Je me suis mis sur un banc avec le mégaphone et là j'avais envie de pleurer parce que tellement c'était énorme. Il y avait à République, toute République, on ne voyait plus la place, quoi. Tout le monde criait, tout le monde... Donc ça, c'était la première édition. En fait, la grosse rando, c'est tout bête, hein, comme idée. De toute façon, les idées, des fois, tu parles de ça comme ça pour déconner, après ça se fait. On a envie de faire, parce qu'on est passionné, on a envie de faire les choses différemment. Parce qu'on peut, parce qu'on a les moyens de le faire, parce qu'on est passionné, parce qu'on a, on va dire, le temps et l'énergie pour faire ça. On le fait, mais différemment. Donc du coup, grosse rando, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour que ça soit un peu plus, pour ajouter du piment, quoi, pour que ça soit plus fun. Par contre, je ne sais plus qui a balancé cette idée dans le groupe. Il y en a un qui a dit, tiens, on fait un truc déguisé. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y, on va dire aux gens, tu sais quoi, venez déguiser, prenez votre déguisement. Je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde, mais il va y en avoir 10, peut-être une petite dizaine qui vont venir déguiser. Et le jour J, en fait, il y avait je crois 50% des gens, ils étaient déjà déguisés. Et il y avait un engouement autour de ce déguisement-là et on ne comprenait pas au début. Et donc, on a improvisé le truc, on s'est dit, tu sais quoi, on va faire un défilé déguisé. Et le premier gagne quelque chose. Genre, chacun vient, fait une parade. Donc, soit il fait des vrais tricks, soit il fait n'importe quoi, déguisé. Et c'est comme à l'époque, le fou du roi. C'est le roi, c'est le public. Et donc, il y a les fous, quoi. C'est nous, les participants. Ils étaient là, ils faisaient n'importe quoi. Il y en avait qui étaient à moitié à poil, qui faisaient qui avaient juste des maillots de bain. À la Borat. Ouais, à la Borat un peu. Et qui faisaient le clown, quoi. Et si les gens, ça leur plaît, à l'applaudimètre, on vote. Après, il y avait un bowling géant aussi. On avait investi dans des espèces de quilles gonflables où on met 2 riders par planche. Et donc, celui qui dégomme le plus de quilles gagne, quoi. Énorme. Un truc à la con, bowling, quoi. Donc des petits jeux comme ça. La première moitié de la journée, c'était la rando autour de Paris, une vingtaine de kilomètres. Et on profitait de la journée sans voiture pour faire ça. Ouais. Donc c'était plus simple. Et la demi-journée, donc l'après-midi, c'était les jeux. Donc jusqu'à 18-19 heures. Et il y avait la tombola. Et c'est là où tu vois que les sponsors, ils sont tellement généreux parce que quand on parle de sponsors, on ne parle pas de Coca, de Nike, de Monster, je sais pas quoi, hein, des grosses machines. Ça, c'est des sponsors core, c'est des sponsors de longboard. Du coup, ils n'ont pas la thune. Hein, ils ont pas... Quand on leur dit, ok, on va vous faire un peu de promo, vous nous donnez du matos,
Cette promo-là, concrètement, elle ne va pas non plus exploser leur business. Mais ils sont là, ils répondent présents. Et les grosses randos qu'on a faites se retrouver mais avec tellement de goodies, enfin, même pas des goodies, c'est des vrais, genre des planches, des trucks, des roues, des trucs qui coûtent quand même de l'argent. Et bien on se retrouvait avec tellement, parce qu'on en donnait aux vainqueurs de jeux, etc. Mais il en restait beaucoup, donc du coup on faisait des tombolas. Et donc tous les ans on faisait ça. La deuxième, troisième, quatrième année, bon après il avait plu, il y a quelques années où il avait plu, donc on avait beaucoup moins de monde, où il y avait à l'époque les attentats, tout ça, enfin on avait beaucoup moins de monde. Mais cela dit, on était quand même autour de 700-800 personnes. Hein. Quand je dis moins de monde par rapport à la première année, hein, parce que la première année c'était génial, on voulait que ça reste comme ça, mais bon, 800 personnes, 700 ou 800 personnes, c'était énorme. Et donc tous les ans, voilà, il y a plusieurs centaines de riders qui viennent, qui partagent cette journée avec nous. Juste pour l'anecdote, pour te donner cet amour des personnes, enfin l'amour qu'ils nous donnent et l'amour qu'ils communiquent à travers les réseaux sociaux pour cet événement-là, ça s'est caractérisé dans des posts que plein de gens ont fait. C'était la première année. En fait, la première année, ce qui s'est passé, vu qu'on avait plus de 1000 personnes, à un moment donné, on était quoi ? On était 10 à gérer tout ça. On était passé vers les Tuileries. Il y a le tunnel Concorde. Bim, il y a le tunnel pour sortir sur Rivoli. Et c'était fermé, tu vois. Il n'y avait que de temps en temps des taxis qui passaient. Et là, d'un coup, il y a 2-3 gars qui sont férus de slides. Ils se sont dit, vas-y, on va faire des slides. Ils ont commencé à faire des slides. Et là, t'as tout le monde qui les a suivis. Et on voyait des gens qui savaient même pas. C'était des gens qui arrivaient à peine à pousser, qui étaient derrière au niveau du peloton, qui les suivaient et qui faisaient leurs trucs et qui se cassaient la gueule et machin. Et le soir, ces mêmes personnes, ils postaient, on voyait plein de posts avec des gens plâtrés, avec oui, il y avait, enfin, ils étaient déjà passés aux urgences ou je sais pas quoi. Ils rentraient chez eux, ils prenaient une photo avec le pouce en l'air. Super événement. Bon, on s'est cassé la gueule, on l'a cherché. On l'a cherché, mais franchement, bravo, organisation, tout ça. Ils étaient très contents et du coup, voilà, ça fait un rendez-vous annuel que malheureusement cette année, je pense que on va le rater, mais voilà. L'année suivante. Donc du coup, toi, tu as les dog sessions, la grosse rando. Est-ce que tu as un nouveau truc en tête ? Ah bah il y a 360. Ça c'est un projet, c'est un bébé que je rêvais depuis des années. Je voyais ce qu'ils faisaient en longboard et je me disais merde, enfin il n'y a pas assez de compétition officielle, en tout cas ici en France, et on est à Paris. On connaît plein de monde à travers le monde, donc si on leur dit de venir, ils vont venir, quoi, s'il y a un gros truc. Mais c'était pas évident parce qu'à Paris, les spots, c'est très cher. On est une petite asso, hein, Dog Session, c'est une petite association. Et moi, dans ma tête, j'ai plein d'idées de merde, mais j'ai quand même beaucoup d'idées en tête que j'ai envie de sortir, juste d'extérioriser. Et l'idée que j'avais, c'était de faire un championnat international à Paris, pas loin de la Tour Eiffel, donc dans Paris. Et dans ma tête, je voyais très bien le spot. Il y a un énorme spot vide avec genre autour des stands, éventuellement des stands où il y a, allez, soyons fous, un kiné ou un ostéo, des shops, des machins, un stand où il y a de la bouffe, un écran géant, allez, vas-y, on est fous. Et là, quand j'en parlais à mes collègues de la doc, enfin du bureau, on va dire, d'organisation, ils se foutaient un peu de ma gueule en disant « L'autre fille, attends, t'as regardé notre compte bancaire, on n'a pas grand-chose. Hein. Rien que l'écran géant, ça coûte une blinde. » Et après, en fait, ce qui est génial, c'est que dans la communauté, t'as un peu tout. T'as des ingénieurs, t'as des chefs d'entreprise, t'as des gens qui travaillent dans l'événementiel, t'as un peu tout. Et il y a un gars que j'appelle aujourd'hui le Joker, quoi, Philippe, qui s'appelle, qui a une boîte d'événementiel. Et il a commencé le longboard, il est venu à nos dog sessions et on a commencé à sympathiser, à parler, tout ça. Il m'a dit, mais vous avez déjà organisé des trucs sérieux, compètes, machin. Je fais, bah écoute mec, tu m'en parles là, mais ça fait des années, mais je trouve pas, j'arrive pas à trouver le spot. Tu sais, parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, très calme. Il me dit, ouais, tu sais quoi, je vais réfléchir, mais j'ai des contacts, je vais voir ce que je peux faire. Et donc on a commencé à visiter des spots jusqu'au jour où il m'a dit « Tiens, l'autre fille, je suis en contact avec le gars qui gère le Trinquet. C'est dans le 16e. On fait des événements pour lui et du coup, je lui ai parlé de vous
et de la compète et il est prêt à... Ah, le à spot, vous filer. il est cool. Le spot, il est dingue. Il est parfait. En Ouais. plus, c'est à 10 minutes de chez moi, donc c'était parfait, nickel pour moi. Mais pour la compète, c'était parfait. Et je suis allé voir le spot. Je me suis dit, mais attends, on a un resto là, on a le spot, c'est juste parfait. C'est parti de ça. On a rencontré le gérant, on a sympathisé. Il était prêt à nous offrir le spot pour le week-end. En plus, c'était surtout le week-end. Et petit à petit, je commençais à insister, parce que moi, l'écran géant, pour moi, c'était primordial. Parce que j'avais pas du tout envie de faire un événement pour juste faire un événement rapide, bâclé. J'avais envie d'avoir un truc sérieux où voilà, on a un écran géant avec un suivi dessus, avec le chrono, avec machin, avec une équipe. Et Philippe, la même personne, il nous a aidé à trouver un écran géant, à trouver l'équipe de tournage qui était géniaux. Franchement, ils nous ont aidés, même avec le budget très limité. Donc il y avait une espèce de, je sais pas, de synergie. Il y avait que des gens qui aimaient ce qu'on fait, tu vois, et qui aimaient cette espèce de vibe à la cool du longboard. Donc du coup, ils étaient prêts, tu vois, ils n'avaient pas vraiment l'argent pour... donc on leur a juste fait de la promo aussi, c'était le minimum qu'on puisse faire. Et donc 360, donc c'est un event qui a eu lieu cette année ? 30 août, 1er septembre. Et donc du coup, voilà, c'était avec des gens comme ça. Donc le réalisateur, il adorait ce qu'on faisait. Donc du coup, il m'a dit, ouais, moi, c'est avec plaisir. Cool. Paye juste les cadreurs. Ouais. Tu vois, voilà l'esprit. Et ça, je trouvais ça génial. Et donc c'était ça s'est fait comme ça. Voilà, et c'était une compète internationale en longboard dancing. Voilà, il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Il y avait des Russes, des Japonais, des Coréens, des Américains, des Allemands. Génial. Voilà. Il y avait plein de monde. Ça s'est hyper bien passé. Première édition, tout le monde était content. Deuxième édition, on allait la le faire cette année, malheureusement, voilà. En même temps, ça m'arrange. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu compliqué à gérer. Mais l'année prochaine, sûrement, si tout se passe bien, on va en faire d'autres. Génial. Sûrement. On a beaucoup parlé de longboard. Est-ce que tu fais d'autres sports de glisse ? Je commence. Là, j'ai été piqué par le surf. Ouais, bien sûr. Heureusement qu'il y a un ami à moi, Christian, qui est à Tenerife, où ils ont de beaux spots de surf. Et donc du coup, vu que c'est pas loin et que il fait chaud tout le temps là-bas, donc à chaque fois que j'ai un petit créneau, je vais à Tenerife pour surfer un peu. Et je trouve que le surf, c'est juste, c'est génial, quoi. C'est un autre monde. Et est-ce qu'il y a un truc que tu n'as jamais essayé, que tu rêverais d'essayer ? Ouh là, alors il y a un truc, mais je pense que je le ferai jamais. Parce que c'est trop risqué, c'est une wingsuit. Ah bah ça c'est la réponse classique. Ouais. Franchement, mais oui, parce qu'on en rêve tous et c'est pas évident. J'ai fait ouais. un saut en parachute l'année dernière. C'était tellement, enfin voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est tellement, tu peux pas décrire la sensation, tu te sens vivant. Et je me dis, ça c'est avec un parachute, mais alors qu'on a fait la chute libre au début. Donc du coup, je me suis dit, ça va être à peu près pareil, sauf que là, tu frôles des montagnes, enfin tu voles. La glisse ultime, ouais. Aïe, mais non. Non, je pense que non. On arrive à la fin de ce podcast. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais écouter dans Mordu, dans un prochain épisode ? J'ai des gens en tête, mais qui ne sont pas francophones. Après, ça peut être, si c'est un anglophone, tu vois, on le retient, c'est rigolo, ça fait aussi une inspiration. Anglophone, il n'y a pas de problème. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Non, je trouve qu'il y a Mathias Dandois, donc le champion de BMX freestyle. Je trouve qu'il est cool. Je le suis un peu sur les réseaux, je vois un peu ce qu'il fait. Il a un bon esprit et je trouve qu'il collerait bien à l'esprit de ce podcast. Et en termes d'esthétique, il fait des choses qui sont assez proches des tiennes, c'est-à-dire il y a à la fois de la performance technique, mais il y a toujours une recherche ouais. stylée, il y a une âme là-dedans, donc je ne suis pas surpris que ça te parle. Ouais, Écoute, j'essaierai de le contacter, je crois qu'il est à New York en ce moment. Ouais, je crois, Il fait des belles vidéos. Ouais. L'autre fille, c'était super cool, merci pour le partage, merci pour ta passion, c'était un plaisir. Merci à toi, franchement Ciao. ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un super moment avec l'autre fille et que ça vous donnera envie de prendre un skate ou un BMX et d'aller vous éclater comme un gamin dans le skatepark en bas de chez vous. Dans le prochain épisode de Mordu, nous partirons à la rencontre d'Aurélien Pétro, le kitesurfer français qui déchire tout en big air. Vous serez conquis par sa détermination et son lifestyle. Un grand merci à tous ceux qui ont noté le podcast sur Apple Podcast. On a besoin de tous ceux qui ne l'ont pas encore fait pour faire connaître le podcast. Allez, on se motive. À très vite sur Mordu.